Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin au nom de la Fondation pour les générations futures pour ce qui est déjà notre dernier webinaire autour des ERA Awards 2023. On va s'intéresser ce matin aux travaux qui ont été primés en système alimentaire et en santé durable. Alors pour ces prix, comme pour tous les autres, on a la grande chance de bénéficier du soutien de nombreux partenaires. Je remercie ce matin IBA, leader mondial de la protonthérapie pour le traitement du cancer, qui soutient l'ensemble de nos ERA Awards. Et puis, on a bien sûr des partenaires spécifiques à chacun des deux prix dont on va parler ce matin. Il y a Cosucra, la banque Triodos et Belvas pour les systèmes alimentaires et les laboratoires Expansience pour la santé. Alors, vous le savez, les jeunes qu'on va entendre ce matin se sont tous distingués dans leurs travaux par une approche systémique du développement durable. Ils ont adopté une démarche de pensée à 360 degrés en tenant compte de 4 dimensions: sociale, environnementale, économique et participative. Avant de découvrir ces travaux inspirants, quelques petites recommandations techniques pour voir les petits onglets qui sont à votre disposition. Donc, on demande à toutes les personnes qui vont intervenir à un moment donné de bien garder leur vidéo et leur micro, leur caméra et leur micro, je vais y arriver, coupés jusqu'au moment où ils vont s'exprimer. Vous avez le petit onglet participant en bas de votre écran qui vous permet de voir qui est connecté ce matin. Le petit onglet discussion, et que vous posiez vos questions à l'issue de chaque présentation. Les petites réactions un petit peu plus loin, voilà, si vous avez apprécié ce qui vient d'être dit, ce qui vient d'être écrit, n'hésitez pas à l'exprimer. Et alors, on vous recommande aussi, tout en haut à droite, vous avez un petit onglet affiché, de bien prendre l'affichage intervenant, histoire de ne pas vous retrouver face à tout un flot de vignettes toutes noires avec uniquement des noms. Alors, j'espère que tout est clair sur le plan technique. Si pas, sachez que nous avons une assistante technique qui est là pour vous aider ce matin en cas de besoin. Vous la retrouverez, vous la reconnaîtrez à son nom, FGF, assistante technique. C'est Aude Lognard qui est là pour vous. Et si vous voulez discuter en particulier avec elle, eh bien vous allez dans l'onglet Discuter et vous sélectionnez l'assistante technique plutôt que tout le monde. Voilà, j'espère que c'est clair. On est ensemble pour 1 heure et demie environ. On va participer à la présentation de 5 travaux ce matin. Alors, chaque primé va s'exprimer pendant environ 3 minutes. Ensuite, on donnera la parole à sa promotrice ou à son promoteur de mémoire et ensuite à la présidente ou au président du jury. Et à l'issue de ces 3 interventions, il y aura quelques minutes consacrées à vos questions. Donc, dès la fin de la présentation, n'hésitez pas à nous poser vos questions via ce petit onglet Converser et je me ferai un plaisir de les relayer auprès de nos primés. On va démarrer ce matin avec les systèmes alimentaires durables. Il y a 3 travaux qui vont être présentés dans cette catégorie et j'accueille pour commencer Raissa Montois qui est la lauréate 2023 de cet ERA Award. Bonjour Raissa. Bonjour tout le monde. Voilà, alors tu as terminé ton master de bio-ingénieur en sciences et technologies de l'environnement à la faculté des bio-ingénieurs de l'UC Louvain, c'était en juin 2022. Tu travailles actuellement au sein de l'équipe de recherche CITRA à l'UC Louvain et ton mémoire s'intitule Analyse prospective du degré d'autosuffisance alimentaire du département de Fatick au Sénégal. Ton promoteur pour ce mémoire, c'est Philippe Barret, professeur de génétique, d'analyse des systèmes et d'agroécologie à l'UC Louvain. Il coanime l'équipe de recherche CITRA sur la transition des systèmes alimentaires et les fermes universitaires de Louvain. Il est aussi président de SOS Faim. On le retrouvera dans quelques minutes. Dans quelques minutes, je vous présenterai aussi notre présidente du jury pour cette catégorie. Et Raissa, si tu es prête, eh bien, c'est à toi. Je m'efface. Merci beaucoup. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Parfait. Oui, là, on voit la première page. Super. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon mémoire de fin d'études qui s'intitule L'analyse prospective du degré d'autosuffisance alimentaire dans le département de Fatick au Sénégal. Donc, on définit la prospective comme l'étude de l'évolution possible des sociétés dans un avenir prévisible. Et l'autosuffisance, l'autosuffisance alimentaire, elle présente la capacité d'un territoire à répondre aux besoins de sa population. Donc, on va commencer par le chemin qui a conduit à ce sujet, une analyse prospective du degré d'autosuffisance alimentaire. Donc, premièrement, à l'échelle nationale, le Sénégal est fortement dépendant des importations alimentaires.
Deuxièmement, il y a plusieurs régions au Sénégal qui subissent un problème de salinisation des sols arables. Troisièmement, il y a de plus en plus d'événements climatiques extrêmes au Sénégal. Et enfin, les questions alimentaires, elles sont peu traitées au niveau des collectivités territoriales. Et donc, c'est tous ces éléments qui nous ont poussés à nous intéresser au département de Fatick comme zone d'étude. Le département de Fatick qu'on peut voir ici sur la carte. Et pour contrer ces problèmes, le Sénégal a mis en place des politiques d'autosuffisance alimentaire pour différents produits, mais aussi le pays a une politique de décentralisation territoriale de la gouvernance dans une perspective de développement durable. Cette décentralisation, elle est en faveur du département. C'est pourquoi on travaille avec l'échelle du département dans cette étude. Et dans ce contexte, la question de recherche fut: quelle est la capacité du territoire du département de Fatick à nourrir sa population et comment cette capacité pourrait-elle évoluer? Pour répondre à la question de recherche, l'objectif y fut de calculer le degré d'autosuffisance alimentaire de chacun des produits alimentaires. Et donc, ce degré d'autosuffisance, il s'agit de l'offre alimentaire sur la demande alimentaire. Et donc, si ce degré dépasse 100%, ça signifie que l'offre est supérieure à la demande et donc qu'on est autosuffisant. Il faut savoir que l'outil, il est tant descriptif que prospectif, car le degré d'autosuffisance, il a été calculé en 2021, mais aussi à l'horizon 2030. La partie prospective, elle a mené à 3 scénarios prospectifs à l'horizon 2030, un scénario agroécologique, un scénario tendanciel et un scénario conventionnel. Si on regarde un exemple de résultat de plus près, ici avec le riz, on peut voir qu'on tend vers l'autosuffisance dans le scénario agroécologique qui est en jaune, tandis que l'autosuffisance est presque nulle dans le cas du scénario d'intensification conventionnelle, qui est en beige. Ce mémoire espère ainsi fournir des résultats quantitatifs initiaux pour une stratégie intégrée, une stratégie qui se veut par produit, une stratégie qui coordonne l'offre et la demande, et une stratégie qui travaille sur le stockage et la transformation. Le mémoire se voit comme un outil d'aide à la décision systémique, prospectif et innovant pour l'autosuffisance alimentaire des territoires qui répond aux 4 P qui sont chers au ERA Sustainable Award, à savoir les personnes, la prospérité, la planète et la participation à la gouvernance. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Merci beaucoup. Merci à toi, Raissa. Effectivement, on attend vos questions dès maintenant via le petit onglet Discuter. Et dans l'immédiat, avant de passer aux questions-réponses, bien évidemment, je vais donner la parole à ton promoteur de mémoire, Philippe Barret. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà, soyez le bienvenu. Alors, quel a été, à vos yeux, l'apport scientifique et sociétal du mémoire de Raissa? Ben, le mémoire de Raissa, on l'a dit, redit, c'est une approche systémique. Excusez-moi, juste Raissa, on peut peut-être quitter la présentation, parce qu'on est toujours sur ton PowerPoint. Ça va, je le retire. Super, merci. Voilà, excusez-moi, c'est à vous. Voilà. Donc, l'apport essentiel du mémoire de Raissa, c'est en fait d'aborder avec les acteurs, je crois que c'est ça le mot-clé qu'il faut mettre en avant, de réfléchir avec les acteurs sur des trajectoires possibles et des trajectoires qui intègrent à la fois des dimensions de production. On ne peut pas discuter avec les collègues du Sénégal sans réfléchir à l'alimentation des populations, mais aussi des questions d'environnement, comme notamment la salinisation des sols. Et l'intérêt du mémoire, et ça c'est une initiative de Raissa, je voudrais insister là-dessus, c'est de mettre en œuvre dans un pays du Sud des méthodes qu'on avait mises au point dans le Nord, des méthodes d'approche prospective. D'ailleurs, on avait eu la chance d'être récompensé par un des ERA Awards sur ces questions-là, avec la question de l'azote en Wallonie. Et donc, des outils qui ont été développés pour réfléchir à des trajectoires en Wallonie ont été partagés avec les acteurs des pays du Sud et dans une logique vraiment de partenariat, puisque c'est SOS Fin qui a fait le lien finalement entre ces acteurs du Sud que nous ne connaissions pas et nos compétences qui avaient été développées dans le contexte wallon et financées par la Wallonie. Donc, je trouve qu'on a là une façon de donner de la valeur ajoutée à la recherche scientifique au service des populations locales.
Formidable, merci, merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Raissa, puisqu'on va la retrouver juste après que j'ai donné la parole à la présidente du jury en système alimentaire durable, c'est Maïté Mercier. Bonjour Maïté Mercier. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes conseillère en innovation sociale chargée de projets en animation économique et alimentation durable chez Credal. Vous avez été coordinatrice de projets en agriculture urbaine au sein de la cellule climat de la ville de Bruxelles et CEO de la start-up Little Food qui est destinée à promouvoir l'usage des grillons comme ingrédient dans notre alimentation quotidienne et qui œuvre au développement d'une filière alimentaire durable. Alors, comment se sont positionnés les membres du jury par rapport à ce travail qui a donc été lauréat pour cette catégorie? Tout à fait. Alors, l'ensemble du jury, on a vraiment apprécié la qualité méthodologique déjà du travail qui a permis d'avoir une lecture aisée et agréable. Ça, c'est toujours important, je pense, pour la vulgarisation et de faire passer des messages et de pouvoir comprendre un petit peu le fond de la recherche. Et alors, surtout, ce qu'on a apprécié, évidemment, comme l'a dit le professeur Barré, c'est cet aspect aussi multi-acteur, l'approche participative, vraiment qu'elle soit allée sur le terrain. On sait que ce n'est pas toujours évident d'avoir des données de terrain comme ça, mais d'avoir pu mobiliser un grand nombre d'acteurs différents, des habitants, des agriculteurs, des experts, des associations, vraiment d'avoir mis beaucoup de monde autour de la table. Et évidemment, on a trouvé aussi que l'approche 360 degrés était vraiment prépondérante sur tout ce qu'elle a proposé et ça transparaît sur les 3 scénarios qui sont proposés. Donc, cette approche 360 degrés avec les côtés participatifs très marqués, on a particulièrement apprécié. Formidable, merci à vous. On a une question pour toi, Raissa, et n'hésitez pas à nous poser les vôtres. Bravo, Raissa. Quelle a été la plus-value pour toi de travailler avec des acteurs non académiques comme SOS Fin? Quels sont les acteurs avec lesquels tu as travaillé sur place? Bonjour, merci pour la question. Donc, j'ai travaillé avec SOS Fin et l'ANPDI, qui est l'Association nationale des programmes de développement intégré, qui est une association sénégalaise qui m'a beaucoup aidée sur le terrain et c'est pour eux que j'ai produit ce mémoire. Et alors, sur le terrain, j'ai rencontré aussi énormément d'acteurs. Ça allait des collectivités territoriales à des associations d'agriculteurs et aussi à des ménages parce que j'ai fait une enquête alimentaire auprès des ménages. Et donc, ça m'a vraiment permis d'avoir une approche systémique pour mon mémoire et de traiter la question de ma recherche avec une approche 360 degrés parce que j'ai vu tout type d'acteurs pendant cette recherche. Donc, je pense que ça, c'était l'intérêt principal que j'ai pu avoir grâce à ces enquêtes, à ces entretiens. Le fait d'avoir pu participer d'avoir fait mon mémoire avec des acteurs locaux, ça a vraiment été un plus pour ce mémoire. Et c'est pour ça que comme le disait Philippe, c'est un mémoire qui a été fait avec les acteurs et pour les acteurs. Est-ce qu'il y a justement des recommandations qui ont été retenues, qui vont être mises en pratique? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui se passe aussi à l'issue de ce travail? À l'issue de ce travail, l'idée, c'était d'apporter à la NPDI un outil d'aide à la décision. Et donc, c'est un outil qui est utilisé maintenant par la NPDI dans le cadre de son plaidoyer. Donc, il l'utilise quand ils doivent rencontrer des acteurs. Ils ont des données initiales qui sont bien sûr à retravailler. Donc, ce n'est pas la prétention du mémoire de dire que les données sont les plus robustes possibles parce que c'est des premières données, c'est des données initiales, mais ça donne une base de travail et c'est quelque chose de neuf finalement pour la NPDI et pour Fatigue. Alors, je vois qu'il y a une question qui vient d'arriver, mais qui rejoint celle-là. Est-ce qu'il y a des actions et des changements qui ont été initiés localement? Donc, voilà, à suivre, bien évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, je vois que tu travailles au sein de l'équipe de recherche Citra. Est-ce que tu donnes suite à ce travail? Sur quoi est-ce que tu travailles aujourd'hui? Ce qui est intéressant, c'est que je fais des choses similaires à ce que j'ai pu faire dans mon mémoire, sauf que maintenant, c'est appliqué à la Wallonie et à la région de Bruxelles-Capitale. Donc, c'est intéressant de voir que mon mémoire m'a servi à l'heure actuelle à appliquer cela dans mon travail de tous les jours. Donc, maintenant, je travaille sur la transition alimentaire en région Wallonne et Bruxelles. On fait des scénarios prospectifs à l'horizon 2030 pour le centre Jacques Moral. Ok, super. Et est-ce que tu vas rester en contact avec les acteurs locaux du Sénégal pour la suite? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as envie de suivre un petit peu ce qui se passe là-bas sur le terrain?
J'ai eu moins de contacts, c'est vrai, avec les acteurs locaux, mais je serais évidemment preneuse s'il y a des nouveaux liens qui se créent, ça m'intéresserait évidemment beaucoup. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on a un peu moins de contacts. Mhm. Et petit mot peut-être sur ton expérience au ERA Awards. Qu'est-ce que ça t'a apporté voilà, de présenter ton travail dans ce cadre-là? Ben, ça m'a apporté déjà beaucoup de visibilité et je vous en remercie beaucoup. C'est super de voir que mon mémoire euh, puisse avoir autant de visibilité et qu'il soit autant repartagé. Donc ça, je pense que c'est le point le plus important. Et j'en remercie vraiment beaucoup les ERA Sustainable Awards pour cette visibilité et d'avoir mis à l'honneur mon mémoire. Merci, merci à toi. Alors, vous le voyez dans le fil de la discussion, si vous voulez en savoir plus sur le travail de Raissa, ben, n'hésitez pas à consulter son mémoire. Il est bien évidemment disponible. Merci beaucoup, Raissa. Bravo encore à toi. Et merci à ton promoteur de nous avoir rejoints, puisqu'on retrouvera encore Maïté Mercier 2 fois ce matin. On va poursuivre avec Avec un plaisir. autre travail. Voilà, merci à toi, qui a été nommé dans cette même catégorie. C'est le travail de Tom Kenda et François Greiner. Alors, leur mémoire s'intitule « L'agroécologie offre-t-elle une solution viable à l'échelle du terroir? Analyse détaillée des réservoirs et flux de matière organique dans la région de l'Atakora au Bénin ». Tom et François ont terminé leur master de bio-ingénieur en sciences agronomiques à la faculté des bio-ingénieurs de l'UC Louvain en août 2022. François voyage actuellement en Amérique du Sud. Quant à Tom, il est chercheur junior au Centre de recherche agronomique Wallon. Leurs promoteurs, ils en ont eu 2 pour ce travail. Charles Bilders, qui enseigne l'hydrologie et la conservation des sols à la faculté des bio-ingénieurs de l'UC Louvain, et Pierre Defourny, qui enseigne la géomatique, la télédétection spatiale et l'aménagement du territoire à la faculté des bio-ingénieurs de l'UC Louvain également. Alors, Tom et François sont absents, mais ils ont pensé à nous et ils nous ont laissé une petite vidéo qu'on regarde tout de suite. Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire. Installez-vous confortablement derrière votre écran car je vais tenter de vous faire un peu voyager aujourd'hui, ce matin, en vous emmenant au Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest, plus précisément au nord-ouest du Bénin, dans une province qui s'appelle l'Atakora, où on retrouve beaucoup d'agriculture familiale de petite taille. On est donc dans un contexte où l'insécurité alimentaire est relativement présente, avec une dégradation des sols aussi qui a eu lieu via les différentes utilisations qui ont été faites de ces sols. On a une croissance démographique aussi qui est relativement importante et je ne vous cache rien en vous disant qu'il y a des dérèglements climatiques qui impactent ces régions du monde aussi. On a donc un système agricole qui peine actuellement à répondre aux enjeux du XXIe siècle qui sont de nourrir cette population croissante. Et une des solutions qui est prônée souvent, c'est l'agroécologie. Et cette agroécologie, on la décrit souvent comme une agriculture qui essaie de se passer des intrants externes comme les fertilisants chimiques. Donc, pour remplacer ces fertilisants chimiques, il faudrait amener d'autres ressources de nutriments, puisque quand on fait pousser une plante, une tomate par exemple, on va récolter la tomate et on va aller exporter tous les nutriments, tout par exemple l'azote, le phosphore qui se trouve dans la tomate. Eh bien, il va être enlevé de la terre, entre guillemets, et il va être amené ailleurs. Eh bien, si on ne restaure pas cette fertilité, si on ne ramène pas quelque chose en échange, la balance est déséquilibrée et le système n'est pas durable. Donc ici, l'agroécologie prône un remplacement du chimique par les amendements organiques, mais dans les systèmes d'Afrique de l'Ouest, on a une disponibilité qui est moindre que dans nos régions ici d'Europe. Et donc, la question qu'on s'est posée dans ce mémoire, c'était vraiment, est-ce qu'il y a assez de matière organique pour la fertilisation à l'échelle d'un village, puisque les transports sont relativement limités? Quels sont les flux, quelles sont les matières organiques qui sont utilisées actuellement et quels sont les freins à l'utilisation de cette matière organique, s'il y en a? La méthodologie qui a été choisie, elle comprend un grand nombre de points. Tout d'abord, on a des enquêtes qui ont été faites auprès d'une trentaine d'agriculteurs par village. On leur a posé des questions sur leurs pratiques en agriculture, pour la gestion des résidus, pour les cultures utilisées. On a aussi fait des échantillonnages de biomasse pour évaluer quelle quantité de fourrage on a disponible pour le bétail pour après produire du fumier. Quand les données manquaient, on a utilisé de la littérature, bien sûr. Et enfin, comme on ne pouvait pas faire une enquête auprès de tous les agriculteurs de tous les villages, on a eu recours à des images satellites pour avoir une cartographie du territoire de manière plus exhaustive
à l'aide de méthodes de télédétection. Ensuite, on a combiné ces différentes sources d'informations pour faire des bilans nutriments. Comme je vous ai dit, il y a des nutriments qui sont apportés au système et d'autres qui sont exportés par les récoltes. On fait vraiment la balance in, out, et on voit ce qu'il en ressort. Les principaux résultats de notre mémoire, c'est qu'on a de manière générale un très faible recours aux amendements organiques par les agriculteurs et un recours très variable aux engrais minéraux, donc en fonction des types de cultures. Les agriculteurs rapportent tous un manque criant de matière organique, mais en même temps, ils n'ont pas toujours des pratiques qui sont adaptées et qui ne maximisent pas cette matière organique. Par exemple, on retrouve beaucoup de résidus de culture qui sont brûlés, et lorsqu'on brûle ces résidus, on a l'azote, par exemple, ce nutriment qui est perdu dans l'air. Donc, le mémoire montre que le système actuel tel qu'il est, c'est ce qu'on montre ici, le scénario A, n'est pas viable, puisqu'on a une balance, ici la balance d'azote en noir qui est négative. On exporte trop d'azote. Et un système où on supprimerait complètement les engrais chimiques, c'est le système S ici, n'est pas non plus durable, puisqu'il n'y a pas assez d'azote ou de phosphore qui est amené dans le système. Et les perspectives qui ont été montrées dans notre mémoire, c'est qu'il faut trouver un compromis entre des bonnes pratiques de gestion des résidus, c'est-à-dire moins exporter en laissant plus les résidus au champ, mais de combiner cela avec une utilisation raisonnable de fertilisants minéraux, raisonnable, c'est-à-dire respectueux de l'environnement et abordable pour le producteur. On espère maintenant que le résultat de ce travail sera utilisé par des ONG sur place pour former les gens à une meilleure utilisation des ressources et à une gestion plus durable de la fertilité des sols. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne suite de webinaire à tous. Voilà, et on remercie évidemment Tom et François de nous avoir fait parvenir cette vidéo, comme ça on voit vraiment en quoi consiste leur travail. Charles Bilders, vous êtes avec nous, vous êtes donc l'un des promoteurs de ce mémoire, soyez le bienvenu. Bonjour à tout le monde. Alors comment le travail de Tom et François a-t-il fait avancer la réflexion ou les pratiques dans leur domaine de recherche? Alors, le travail de Tom et François qui était très intéressant, c'est vraiment une pièce dans le puzzle de l'agroécologie, je dirais, qui s'est attaqué à la partie mise à l'échelle de ces pratiques agroécologiques. On sait qu'il y a beaucoup de partenaires qui essayent de développer des pratiques agroécologiques, qui les testent sur le terrain, qui démontrent que c'est faisable à petite échelle. Mais le problème, c'est vraiment d'ensuite amener ça à des échelles plus grandes, compte tenu de la disponibilité en ressources locales. Et alors, donc ici, on s'est intéressé aux ressources organiques et de voir dans quelle mesure ces ressources pouvaient suffire ou non pour amener, si on voulait amener tous les agriculteurs vers des pratiques plus agroécologiques. Et donc, la conclusion est effectivement un peu nuancée de ce point de vue-là, et donc ça a le mérite je pense, d'ajouter donc cette pièce au puzzle du débat, qu'il ne faut pas sans doute pas prendre un point de vue trop idéalisé de l'agroécologie et de pouvoir trouver un juste milieu effectivement entre une valorisation maximale des ressources locales et sans doute aussi en complétant avec un minimum d'input extérieur et en particulier sans doute une certaine quantité d'engrais minéraux. Merci beaucoup. Alors, je précise qu'en l'absence de Tom et François, voilà, s'il y a l'une ou l'autre question, on peut vous les poser à vous dans quelques instants, mais on va d'abord retrouver notre présidente de ce jury en système alimentaire durable, Maïté Mercier. Qu'est-ce qui a plu aux membres du jury dans le travail de Tom et François? Alors, on a encore apprécié effectivement cette optique de souveraineté alimentaire dans un contexte d'augmentation de la population. Donc, ils ont vraiment réfléchi à la préservation des ressources. On a trouvé ça très innovant qu'ils aillent vers la quantification des sources et des besoins en matière organique. Vraiment qu'ils aillent sur cet angle-là. Et ce qu'on a vraiment apprécié, c'est que finalement, ça arrive vers un outil qui est concret et opérationnel à l'échelle d'un village. Donc, on a vraiment trouvé ça très appréciable, notamment au niveau de la réplicabilité éventuelle de cet outil et de sa robustesse. Merci à vous. Alors, une question pour vous, Charles Le Bilders. Donc, félicitations pour ce travail, on leur transmettra. Est-il imaginable de diminuer la demande en engrais minéraux en changeant le choix des cultures?
Alors, c'est certainement un élément. Cela dit, les habitudes de consommation, changer les habitudes de consommation des gens, ça, ce n'est certainement pas la chose la plus aisée. Mais c'est clair que faire intervenir, par exemple, plus de légumineuses dans le système, on sait qu'il y en a déjà, et que les légumineuses ont cet avantage de pouvoir fixer l'azote de l'air et donc d'éviter des apports d'azote sous forme d'engrais minéraux. On peut jouer à ce niveau-là pour avoir des systèmes qui soient plus équilibrés et nécessiteraient moins d'input effectivement sous forme d'engrais. Pour le phosphore, c'est plus compliqué, puisque là, on est entièrement dépendant des ressources minérales. Donc là, il y a sans doute un apport minéral à apporter pour garder les systèmes à l'équilibre. Merci, merci beaucoup. Et je propose, si jamais vous avez d'autres questions, on peut toujours les transmettre évidemment à Tom et François. Donc, n'hésitez pas à les transmettre à la Fondation pour les générations futures. Merci à vous, Charles Wilders, d'avoir été des nôtres ce matin. On va poursuivre avec le dernier travail nommé dans cette même catégorie. C'est celui de Pauline Botquin. Bonjour, Pauline. Bonjour. Voilà, le temps de te présenter. Je te laisse te connecter. Pauline, tu as terminé ton master de bio-ingénieur en sciences agronomiques à l'école de bio-ingénierie de Bruxelles. C'était à l'ULB en août 2022. Et tu réalises actuellement un bachelier en langue et lettres modernes à la faculté de lettres, traduction et communication de l'ULB. Voilà, changement de secteur radical. Ton mémoire s'intitule « Les conditions de viabilité économique des innovations dans le système alimentaire, le cas de l'ASBL Fruit Collect ». Et tu as eu comme promotrice Marie-Hélène Visser, qui est professeure en système agraire et agroécologie au laboratoire d'agroécologie de l'école de bio-ingénierie de Bruxelles. Pauline, si tu es prête, alors on t'écoute. C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la question du gaspillage alimentaire. Tout le monde sait aujourd'hui dans un intérêt écologique et durable qu'il faut réduire le gaspillage alimentaire. Mais est-ce que vous avez déjà pensé qu'il serait possible de produire des jus de fruits anti-gaspillage? Peut-être certains d'entre vous y ont pensé, et en fait, ça existe déjà. Dans le monde entier, de plus en plus d'initiatives essayent de proposer des idées pour valoriser des excédents de production comme les fruits ou les légumes. Et c'est également le cas pour l'ASBL Fruit Collect qui est basé à Bruxelles. Fruit Collect, donc, organise la collecte de fruits et certains légumes dans les jardins des personnes privées et chez les producteurs pour produire des jus et les vendre dans les magasins et les restaurants à Bruxelles. Donc, ils ont une initiative très locale pour essayer de réduire les excédents de fruits non consommés, en gros. Actuellement, pour une ASBL ou une entreprise innovante comme Fruit Collect, pour que ce genre d'initiative puisse s'implanter sur le marché des produits alimentaires, différents subsides sont disponibles. Cependant, le problème, c'est que beaucoup de ces subsides sont ponctuels ou d'un montant variable, ce qui maintient cette structure dans une situation précaire et ça les empêche complètement de se développer à long terme. Et ils sont vraiment... ils ont une vision au plus loin dans un an. Donc, en fait, c'est totalement impossible de faire des plans, avoir une évolution de la structure. Et donc, par exemple, il existe l'organisme Bicircular qui encourage à travers des initiatives, qui encourage à travers des subsides les initiatives en économie circulaire. Et c'est-à-dire, ils encouragent des initiatives qui revalorisent des déchets pour produire de nouveaux produits consommables ou non à Bruxelles. Donc, pourquoi je parle de Bicircular? Parce que Fruit Collect a obtenu des subsides de Bicircular, mais dans le meilleur des cas, Bicircular offre un accompagnement de maximum 200 000 € sur une période de 3 ans. Après cela, ces initiatives doivent devenir autonomes ou trouver d'autres fonds, et donc c'est de nouveau galère. Ce que j'ai voulu démontrer avec mon mémoire, c'est que la production de jus chez Fruit Collect réside sur une organisation propre, avec une logistique propre, parce qu'ils doivent se déplacer pour aller chercher tous les fruits. Et en fait,
pour cette raison-là, il y a beaucoup plus de main-d'œuvre et leur jus devient par conséquent plus cher qu'un jus de fruits classique. Et pour cette raison, Fruit Collect subit un désavantage comparatif et un subside de 3 ans comme Bicirculaire leur a offert ne suffira pas à les installer sur le marché à long terme. Donc en gros, après la période de 3 ans, ils doivent trouver de nouveaux fonds, sinon ils devront re-augmenter leur prix des jus, ce qui n'est pas viable pour eux. Donc ce que mon mémoire propose comme perspective pour le futur, c'est de remodeler le système de subsides actuel pour qu'il devienne plus cohérent. Selon moi, il faudrait offrir aux activités commerciales qui valorisent des denrées alimentaires, comme c'est le cas pour Food Collect, il faudrait leur offrir un subside à long terme et en fonction de leurs besoins, et non sur le court terme, comme s'il s'agissait d'une start-up et après, ils se débrouillent, quoi. Donc, cela revient en fait à les considérer, cela revient à considérer qu'ils réalisent une activité avec une fonction nourricière au même titre en fait que l'agriculture et qu'il faut les intégrer dans un même budget comme la PAC et développer des stratégies pour que ce soit équitable en termes de financement dans les deux secteurs, autant pour la revalorisation de déchets alimentaires que la production primaire. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toi, Pauline. On te retrouve dans quelques instants pour les questions-réponses. Ta promotrice n'a pas pu être des nôtres. Et donc, je vais redonner la parole tout de suite à Maïté Mercier, qui a présidé ce jury en système alimentaire durable. Alors, qu'est-ce que les membres du jury ont particulièrement apprécié dans le travail de Pauline? Alors, on trouvait ça intéressant d'avoir vraiment... donc, on parle de système alimentaire et de voir ça aussi au niveau de... On a vu beaucoup de travaux qui se passaient en Afrique, mais de voir ça aussi au niveau de notre région, de la Belgique. Et elle a abordé vraiment la thématique du gaspillage, du recyclage, qui est vraiment une des thématiques importantes dans nos systèmes alimentaires, et de voir un petit peu la viabilité socio-économique de ce type de projet. Donc, on trouvait que c'était intéressant de mettre ça en avant. Ça amène des questions importantes comme la question des subsides, du soutien de l'État dans ces démarches-là, et donc l'implication et son implication dans ces démarches. Donc, c'est vraiment la thématique nous a plu et les questionnements aussi. C'est pour ça qu'on a voulu le mettre en avant aussi lors de ce jury. Merci beaucoup à vous, Maïté Mercier, et pour votre implication, évidemment, en tant que présidente du jury. On va passer à présent aux questions-réponses avec toi, Pauline. Première petite question, tout d'abord, comment est-ce que tu es entrée en contact avec Fruit Collect? Alors, dans le cadre de mes études, en première année master, j'ai réalisé un stage pendant 2 mois chez Fruit Collect. Et donc là, on m'a demandé de faire une première étape de budgétisation, donc d'évaluer le prix des jus. Et en fait, au terme de ce stage, j'ai vu qu'il y avait une demande pour étendre en fait ce que j'avais commencé pendant mon stage, de réaliser une étude beaucoup plus exhaustive sur tout le financement de la SBL. Et en fait, voilà, j'avais justement le profil, on va dire, idéal dans le sens où j'étais disponible pour faire le mémoire l'année suivante et j'avais déjà commencé cela et je me suis dit, c'est super intéressant et j'ai envie de continuer avec eux encore 1 an ou 2. Bon, ben super. Alors, tu le dis, hein, il faudrait changer le système de subsides. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste d'envisager de leur donner plus de subsides? Alors, certainement, voilà, on se questionne tous, est-ce que c'est faisable de subsidier plus tel secteur, tel secteur? En fait, tout le monde dénonce, on a besoin de plus de moyens, autant dans le système de la santé, dans le système de l'agriculture. Mais en fait, ce pourquoi j'argumentais réellement, c'est pas juste il faut donner plus d'argent, il faut penser mieux à comment on donne l'argent et donner un cadre directement délimité combien d'argent on pourrait leur donner, mais leur assurer plus sur le long terme, comme ça a un impact beaucoup plus grand. Et aussi, ça permet déjà de délimiter pour toutes ces initiatives qui ont des idées brillantes, de savoir, OK, on a maximum, par exemple, 5 000 € par an, qu'est-ce qu'on sait faire avec ça? Et pas qu'ils commencent à perdre du temps sur combien est-ce qu'ils aimeraient faire et après aller tout le temps en avant, en arrière en fonction de
en fait, non, on ne respecte pas le budget cette année, l'année prochaine, on aura plus de budget, l'année prochaine, on en aura moins. Et du coup, directement, avoir un budget fixe, mais au long terme, ça permet de mettre les limites d'emblée et c'est à intégrer aussi pour les penseurs de projet quand ils réalisent leur plan, en fait. Oui, donc pas forcément plus que ces 200 000 euros, mais répartis différemment et de façon réaliste dans le temps. Voilà. Après, on peut aussi argumenter peut-être il faudrait plus ou moins, mais déjà ça aura un impact en fait. Voilà. Aujourd'hui, ils en sont où? Aujourd'hui, en fait, j'ai encore des contacts avec eux et ils utilisent encore justement mon mémoire parce que j'ai établi en fait le prix des jus, chose qui leur a été très utile. Et maintenant, ils ont repensé aussi leur mode de financement où ils essayent de changer de stratégie, ils essayent de fonctionner plus avec des journées comment on appelle ça, de team building pour avoir des gens qui viennent collecter les fruits, parce que voilà, chose que je n'ai pas eu le temps de mentionner, mais ils organisent aussi de manière très participative les récoltes, ça a une fonction très sociale, et donc en fait, ils essayent de changer leur mode de fonctionnement pour arriver vers plus d'autonomie au long terme, et voilà. Donc, on sent que tu as fait un super travail. Je me demande juste, à titre personnel, pourquoi est-ce que tu es aujourd'hui en langue et lettres modernes? Quel est le lien? Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé complètement? En fait, c'est un intérêt personnel. J'adore les langues et ça ne veut pas dire que j'ai tourné la page sur la bioingénierie. En fait, j'avais déjà commencé le bachelier en avant et du coup, pour moi, c'était juste une idée de prendre le temps et de compléter un peu mes compétences. Mais pour moi, à partir de l'année prochaine, je m'y dédie complètement de nouveau. Ah, Et ok. voilà. Ok, bah oui, ça aurait été dommage après voilà, un si beau départ. Une question pour toi, le coût du travail et la pérennité de ce type d'initiative reste un enjeu clé pour la transition. Outre les subsides, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une piste à explorer de collaboration, partenariat avec des supermarchés dans le cadre de leur stratégie de responsabilité sociétale des entreprises? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Une collaboration au niveau avec les magasins, Oui, dans avec les quel sens? supermarchés. Alors peut-être qu'on peut préciser le sens de la question. Parce que écouler leurs produits, c'est pas ça le souci a priori. Quand on Non, t'entend. en fait, ils ont déjà, on va dire, ils fonctionnent un peu en idée de circuit court. Donc, comme j'ai dit, ils vendent leur jus dans des magasins et des restaurants dits alternatifs à Bruxelles. Donc, pas dans les grandes surfaces en général. C'est pas le problème, enfin, c'est pas réellement le problème de produire. Le problème, c'est plus de produire à coût bas. Donc, c'est plutôt ça. Le vrai problème, c'est ne pas être obligé de mettre un prix très élevé sur chaque jus. Oui, c'est ça. Parce que pour l'instant, c'est encore trop, quoi, si on t'entend. C'est encore trop cher Oui, par rapport à des produits du même type. en fait, oui, en fait, voilà. Après, il y a tout un. C'est graduel, évidemment. On peut pas dire les jus de fruits conventionnels en supermarché, ils ont un seul coût. Parce que j'ai aussi eu l'occasion d'interviewer plusieurs producteurs de pommes pour comparer un peu leur coût de production. Et bien évidemment, plus l'exploitation de production de pommes, enfin, des agriculteurs, des producteurs de pommes qui réalisent aussi eux-mêmes leur jus, plus la structure est petite, plus le coût tend à augmenter. Et alors, Fruit Collect se situe vraiment à l'extrémité avec un prix un tout petit peu plus cher que les plus petits exploitants qui ont 2 hectares, 3 hectares, pas grand-chose. Et donc voilà, il faudrait un subside de plus à long terme pour baisser ce prix. Et voilà, c'est ce que j'avais déjà dit. Peut-être j'ai manqué aussi une partie de la question, je ne sais Non, pas. mais on a une petite précision. Est-ce que des supermarchés seraient prêts à avoir un partenariat financier pour soutenir la lutte contre le gaspillage? Euh, je dirais non. Enfin, en général, à moins que les supermarchés se proposent comme organisme qui offre des subsides à des nouvelles initiatives comme Fruit Collect, à moins qu'ils mettent sur place des fonds pour les distribuer. Non, en réalité, c'est juste un contrat voilà,
financier entre deux prenants, quoi. Alors, on a une autre question pour toi. Super projet. Je me demande si l'échelle territoriale est abordée dans cette initiative. Si oui, comment est-ce que ce projet peut contribuer au développement territorial? Alors, oui, c'est pas le point clé de mon mémoire, mais certainement, Fruit Collect récolte autour de Bruxelles. Au début, ils récoltaient plus sur toute l'étendue de la Belgique, mais évidemment, les déplacements, ça leur coûte en main-d'œuvre et en essence. Du coup, ils essayent, plus leur réseau de personnes, de volontaires, de donneurs s'étend, plus ils essayent de se rapprocher autour de Bruxelles. Et alors, à ce moment-là, ça deviendrait intéressant que si le projet prend de l'ampleur, de plus de visibilité, d'avoir plusieurs points. On pourrait imaginer un point à Liège, un point plus dans le sud, parce qu'il y a énormément de pommes un peu partout en Belgique. Certaines régions plus que d'autres, mais évidemment, ce serait plus rentable et plus intelligent en termes de comment on dépense les heures de main-d'œuvre de tout le personnel. Ce serait plus intelligent d'avoir des points écartés dans la Belgique. Voilà. Merci Pauline, bravo pour ce travail. Et vous le voyez dans le fil de la conversation, vous avez aussi le lien pour aller consulter ce travail si vous le souhaitez. Voilà, merci à toi. Merci à vous. Merci, on va passer à un autre prix, ceux qui ont été décernés en santé durable. Et on va commencer par un travail qui était nommé dans cette catégorie. On le doit à Céline Van Warenberg. Céline, tu as terminé un master en sciences de la santé publique à l'ESP, l'école de santé publique de l'ULB, en juin 2022. Tu es actuellement sage-femme responsable au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, n'importe quoi, et ton mémoire de master s'intitule « Comment implémenter la gouvernance participative dans les institutions hospitalières, typologie, conceptualisation, impact et recommandations issues d'une revue de littérature ». Et tu as eu comme promotrice Céline Mailleux, qui est professeure en santé publique à l'ESP de l'ULB. Elle dirige le centre de recherche interdisciplinaire en approche sociale de la santé et l'unité de recherche en santé primaire. On la retrouvera dans quelques instants et je vous présenterai aussi le président du jury pour la santé durable. Céline, est-ce que tu es bien avec nous? Oui, tout à fait, excusez-moi. Super, alors on y va. Donc voilà, bonjour à tous et à toutes, merci d'être là aujourd'hui. Donc je suis certaine qu'ici, chacune et chacune d'entre nous a déjà vécu une hospitalisation ou bien celle d'un proche. Et dans ces moments souvent difficiles, anxiogènes, ce qu'on souhaite le plus, c'est de bénéficier de soins de qualité et c'est bien légitime. Et on pense souvent aux compétences des soignants, à leur formation, à leur disponibilité aussi au vu de la charge de travail intense qu'on sait qu'ils doivent souvent gérer. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à l'impact sur la qualité des soins, de leur motivation, de leur autonomie, du sens qu'ils donnent à leur travail, de la manière dont les décisions sont prises au sein d'une institution et notamment à l'hôpital, donc ce qu'on appelle la gouvernance, impacte fortement tout cela. Et donc, j'ai voulu dans mon mémoire explorer la gouvernance participative en hôpital, soit un mode de décision qui implique toutes les parties concernées par la décision à prendre. Et donc, pour cela, j'ai réalisé une revue exploratoire de la littérature qui porte sur 25 initiatives de gouvernance participative, essentiellement en Amérique du Nord. Donc, j'ai d'abord catégorisé ces initiatives, je les ai conceptualisées et j'ai pu mettre en évidence les impacts positifs de la gouvernance participative, notamment l'efficacité accrue des décisions qui sont plus adaptées au terrain, une augmentation de la qualité des soins et de la performance des institutions, mais aussi une amélioration de la collaboration interdisciplinaire et même un renforcement de l'implication du ou de la patiente. Et donc, un impact positif a également été mis en évidence en termes de rétention du personnel, et en particulier concernant la rétention du personnel infirmier, qui est, je pense que beaucoup le savent, un enjeu de taille actuellement. Et donc, cette augmentation de la rétention est liée à l'augmentation de l'autonomie, de l'empouvoirment ou l'empowerment des infirmiers, de la motivation et de l'engagement au travail, mais aussi à l'amélioration de l'environnement de travail. Mais pour pouvoir être implémentée en évitant les risques, en évitant les écueils, la gouvernance participative doit pouvoir compter sur certains facteurs, tels que d'abord une bonne planification en amont de cette implémentation, la mise en place de structures formalisées spécifiques, telles que par exemple des conseils infirmiers, des conseils de la qualité des soins,
l'existence évidemment de ressources suffisantes, donc non seulement des ressources financières, mais aussi du temps alloué à ces prises de décision et une formation suffisante de tous les intervenants. Une communication fluide et une bonne transmission des informations est également essentielle, de même que le soutien de la hiérarchie, l'entretien d'une culture d'entreprise qui soit orientée, prise de décision partagée, représentation de toutes les professions. Et donc, pour tout cela, on encourage une politique, en tout cas les articles que j'ai étudiés encouragent vraiment une politique des petits pas afin d'assurer le succès de la gouvernance participative. Et donc, ma recherche, elle ouvre surtout la voie à d'autres recherches, notamment quant à la faisabilité d'une telle implémentation dans les institutions hospitalières en Belgique. Et donc, ça nécessite évidemment la prise en compte des freins et des risques à l'implémentation, tels que par exemple l'expertise pointue qui est nécessaire à la prise de décision en hôpital. Et de plus, il faudrait une étude approfondie du contexte belge, notamment du contexte législatif, puisque il régit vraiment le fonctionnement hospitalier et la manière dont les décisions sont prises, mais aussi en termes de financement des hôpitaux, de culture médicale et institutionnelle particulière. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Céline. On se retrouve dans quelques minutes pour les questions-réponses. Je vais donner la parole tout de suite à ta promotrice Céline Mailleux, professeure donc en santé publique à l'ULB. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, en quoi est-ce que le mémoire de Céline a fait avancer les pratiques et la réflexion dans son domaine de recherche? Je pense qu'en fait, le Covid a vraiment servi de révélateur, a permis de mettre en évidence vraiment les conditions difficiles de travail dans lesquelles les professionnels du soin sont amenés à travailler, et particulièrement d'ailleurs dans le secteur hospitalier. Donc, je pense que le fait de pouvoir, à travers cette revue de littérature internationale, à la fois établir une typologie des formes de gouvernance participative, et puis aussi et surtout, comme vous l'avez entendu ici dans la présentation de Céline, analyser les conditions de leur mise en œuvre, ça permet d'explorer de nouvelles manières d'organiser la gouvernance dans ces hôpitaux, et finalement de donner davantage de maîtrise aux professionnels de santé sur leurs conditions de travail. Actuellement, c'est vraiment un élément essentiel si on veut continuer à attirer de nouveaux jeunes vers ces métiers, et puis surtout et également garder le personnel plus expérimenté dans de bonnes conditions. On voit aujourd'hui à quel point il est compliqué de maintenir ce personnel et puis de maintenir la motivation des nouveaux arrivants. Et donc, on voit bien que changer la façon d'organiser le travail dans le secteur hospitalier est quelque chose d'assez essentiel. Merci, merci à vous. Je vais appeler à présent le président du jury en santé durable qui est déjà avec nous, Grégoire Wiers. Vous êtes docteur en médecine interne, vous travaillez à la clinique Saint-Pierre d'Autigny comme médecin interniste, infectiologue, et vous êtes aussi membre fondateur du projet Hôpital en transition, une démarche transversale qui vise à réfléchir sur l'impact environnemental et social de l'hôpital en initiant des pratiques plus durable. Voilà qui tombe bien. Vous êtes également en charge du projet Transition écologique et enseignement de la médecine, tout en étant chargé de cours à l'UNAMUR. Alors, en quoi est-ce que les membres du jury ont été séduits par le travail de Céline? Alors, le travail de Céline était particulièrement intéressant parce qu'il met en lien de façon directe la problématique de la santé publique avec l'organisation des soins à l'hôpital. C'est une façon innovante de concevoir l'environnement autrement que comme un impact direct sur l'environnement naturel. Ça fait partie des objectifs du développement durable et on a trouvé que ce point était particulièrement enrichissant dans la discussion sur la conception du développement durable dans les soins. D'autre part, nous voulions aussi souligner que le développement durable, ce n'est pas qu'une question d'action ou de consommation, mais c'est aussi des changements de comportement. Et en cela, la gouvernance participative est un changement de comportement qui semble fructueux dans la plupart des articles qui ont été cités dans le travail de Céline. Enfin, on voudrait, au travers de la nomination de ce travail, inviter de futurs mémorants à soumettre des travaux et à saisir les questions des relations entre économie, gouvernance, le droit médical et le développement durable. Merci, merci à vous. On se retrouvera évidemment dans quelques minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de la conversation à Céline. Céline, je reviens vers toi.
Et toi qui travailles en milieu hospitalier, hein, puisque tu es sage-femme responsable au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, est-ce que ça ne te démange pas un petit peu d'implémenter tout ce que tu as pu découvrir à travers ton travail? Alors, bien sûr. Donc, dans ma pratique quotidienne, je le fais déjà au sein de mon service, donc dans la mesure du possible, évidemment, parce que il y a évidemment des barrières au fonctionnement actuel et hospitalier en silo notamment, et la manière dont les décisions sont prises vraiment au niveau de la direction, mais j'ai quand même un soutien hiérarchique qui est présent, et j'ai aussi transmis mon mémoire à ma direction, et donc il y a un certain intérêt pour la thématique. Je pense que le fait que ça ait vraiment un impact en termes de rétention du personnel infirmier, qui est quand même vraiment un enjeu pour le futur des hôpitaux en Belgique, je pense que l'enjeu est de taille et qu'on ne mesure peut-être pas forcément toute l'ampleur de ce que ça pourrait avoir comme conséquence en termes de qualité des soins, fait que je pense que les directions hospitalières sont ouvertes à trouver les solutions possibles et imaginables pour que le personnel y veuille rester. Et il y a aussi vraiment toute la question des générations futures qui arrivent au travail, avec une autre manière d'envisager le travail, une autre manière de vouloir être motivé au travail, de vouloir trouver du sens dans ce qu'on fait. Et donc la gestion et le management de ces nouvelles générations appellent aussi à d'autres modes de gouvernance. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce que tu as déjà pu mettre en place là dans ton service? Mais donc concrètement, nous, on a été accompagnés par un organisme qui aide à implémenter des méthodes d'intelligence collective pour la manière de prendre des décisions. Donc, dans nos réunions d'équipe, il y a vraiment une attention portée sur l'égalité de chacun dans la prise de décision, tout en respectant évidemment, et c'est ça la complexité des hôpitaux, l'expertise nécessaire à certaines décisions, parce que c'est sûr qu'on a des qualifications médecins, infirmiers, psychologues, différentes qualifications qui font qu'on n'a pas tous les mêmes expertises à apporter dans les décisions à prendre, mais en tout cas une attention à ce que chacun puisse être autonome dans son domaine de compétences. Et donc il y a eu aussi toute une réflexion sur finalement quel est vraiment le domaine de compétences de chacun, que chacun se sente sécure aussi dans ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire. Je pense que tout ce travail-là, en tout cas, c'est ce qui a été fait dans mon équipe et qui fonctionne à son niveau, quoi, évidemment, avec toutes les limites que ça représente et les difficultés que ça peut représenter dans l'intégration dans le système hospitalier de façon générale. Alors, on l'entend, hein, tu l'as déjà transmis à ta direction. Donc, est-ce que tu as envie de continuer à travailler sur ce sujet-là? Est-ce que ça fait partie de tes ambitions? Oui, en tout cas, ça m'intéresse vraiment beaucoup et j'aimerais beaucoup effectivement continuer. Je pense qu'en fait, le champ de recherche pour que ce soit implémentable est quand même encore vraiment large. Il y a notamment tout, on le sait tous, le nerf de la guerre, c'est quand même le financement aussi. Et donc, d'avoir vraiment une bonne idée de quel est l'impact en termes de coûts, en termes de comment est-ce que ça pourrait être financé au niveau des hôpitaux. Et puis, aussi tout ce qui est la gestion du changement de type de management, c'est quand même un enjeu de taille. Et donc, tout ça, effectivement, oui, j'ai envie de continuer à travailler sur ce sujet-là. Oui. Formidable. Bonne suite en tout cas. Merci beaucoup Céline. Merci. Et on remettra évidemment dans le fil de la discussion le lien pour consulter ton travail comme tous les autres. On va passer au dernier travail de ces webinaires. C'est celui de Eléa Picard, lauréate dans cette catégorie en santé durable. Rebonjour Eléa. Bonjour. Alors, tu as terminé un master en sciences de la santé publique à la faculté de médecine de l'ULiège en septembre 2022. Tu es actuellement ergothérapeute au CHU de Liège et à la clinique Montlégia. Ton mémoire s'intitule « Étude de l'intégration d'une composante verte et durable dans l'éducation du patient asthmatique à l'officine ». Tu as eu 2 promotrices qui sont toutes les 2 là ce matin. Geneviève Philippe, pharmacienne et chargée de cours à l'ULiège dans le domaine des pratiques pharmaceutiques officinales, et Sylvie Strehl, qui est docteur en sciences de la santé publique et maître de conférences à la faculté de médecine de l'ULiège. On les retrouvera toutes les 2 dans quelques instants. En attendant, si tu es prête, c'est à toi. Merci. Donc, bonjour à tous. En effet, mon mémoire s'intitule « Étude de l'intégration d'une composante verte et durable dans l'éducation du patient asthmatique à l'officine ». Et là, vous vous demandez peut-être comment on en arrive à faire une étude aussi spécifique. J'aimerais donc commencer par vous expliquer comment je suis arrivée à ce sujet. Donc moi, je suis ergothérapeute en revalidation pulmonaire au CHU de Liège. Et dans ma pratique, en fait, je réalise avec les patients des séances d'éducation à la bonne utilisation de leurs inhalateurs, qui sont plus communément appelés des puffs.
Progressivement, je me suis un peu interrogée sur l'impact environnemental de ces inhalateurs. Et dans la littérature, en fait, j'ai pu découvrir que les puffs à gaz propulseurs ont une empreinte carbone importante par les gaz à effet de serre qu'ils émettent. Pour vous donner un exemple, en 2021, l'empreinte carbone des puffs de Ventolin, donc comme celui-ci, qui sont vendus en province de Liège, émettait autant de CO2 que 411 voitures. Et ça, pour une sorte, donc le Ventolin, sur une province en seulement un an. Suite à ce constat, je me suis demandé comment intégrer une pratique plus respectueuse de l'environnement dans l'éducation du patient. J'ai orienté ma recherche plutôt vers les pharmaciens d'officine, car ils sont amenés à réaliser des séances éducatives sur la bonne utilisation des inhalateurs, notamment via le BUM asthme, qui est un entretien d'accompagnement au bon usage des médicaments auprès des patients asthmatiques. C'est donc comme ça que je suis arrivée à la question de recherche, comment intégrer une composante verte et durable dans les pratiques éducatives des pharmaciens d'officine à destination du patient asthmatique. Pour y répondre, j'ai réalisé des entretiens auprès de 13 pharmaciens de la province de Liège, dans le but un peu de comprendre leur vécu par rapport à ces pratiques vertes et durables. Par les objectifs de recherche qui étaient poursuivis, j'ai pu identifier des freins et des leviers à leur engagement vers ce type de pratique, mais aussi des recommandations pour apporter un aspect vert et durable au BUM asthme. En effet, le fait d'apporter cet aspect dans l'éducation du patient permettrait d'avoir une approche systémique, donc à 360 degrés. Pour vous donner un exemple concret, si les pharmaciens ou même les médecins étaient conscients de l'impact environnemental des inhalateurs, ils pourraient peut-être accompagner le patient vers un choix de dispositifs moins polluants comme les inhalateurs à poudre sèche et favoriser la bonne utilisation de ceux-ci. Ce qui permettrait donc de réduire les gaz à effet de serre, d'avoir un impact positif sur l'environnement, la santé de la population, mais aussi sur les coûts généraux qui y sont liés. Pour conclure, donc, cette recherche m'a vraiment permis de mettre en avant différentes pistes d'action durable et des perspectives futures, par exemple, mettre en place des systèmes de recyclage pour les inhalateurs ou agir auprès d'autres acteurs comme les médecins, les firmes pharmaceutiques, mais aussi auprès des patients. Et il serait également intéressant d'intégrer cette approche environnementale dans la formation des professionnels de santé, mais aussi dans les pratiques éducatives en général pour vraiment avoir cette approche à 360 degrés. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci à toi, Eléa. On te retrouve dans quelques minutes pour les questions-réponses. En attendant, je vais inviter tes deux promotrices à nous rejoindre. Et je pense que c'est Sylvie Strel qui va s'exprimer la première. Soyez la bienvenue. Oui, bonjour. Merci. Alors, travail, oui. Oui. Vous m'entendez bien? Très bien. Merci. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas vraiment posé de questions, mais si vous voulez, je vous en pose une. Peut-être savoir en quoi est-ce que le travail fait avancer les pratiques et la recherche dans le domaine dans lequel Eléa travaille. Donc, en tant qu'acteur de la santé publique, le pharmacien d'officine a évidemment un rôle à jouer pour faire face aux enjeux environnementaux, économiques et sociétaux actuels et à venir. Donc, vraiment, le mémoire d'Eléa a permis d'identifier des freins et des leviers à l'engagement des pharmaciens vers cette pratique d'officine plus soutenable, notamment par le biais de l'éducation thérapeutique et des patients asthmatiques. Donc, c'est vraiment le premier point d'ancrage, la base pour renforcer cette action en matière, enfin en tout cas son action en tant que pharmacien en matière de développement durable, tout en étant soutenu évidemment par ce partenariat qui va se créer avec le patient. Merci beaucoup. Est-ce que Geneviève, Philippe est des nôtres? Est-ce qu'elle s'est connectée? Parce qu'on ne l'a pas vue tout à l'heure. Je sais qu'elle nous rejoignait un tout petit peu plus tard. Alors peut-être que du côté de l'assistante technique, on en sait un petit peu plus sur la présence ou non de Geneviève Philippe. Je ne sais pas, vous avez eu des nouvelles, Sylvie Strel? Je viens d'arriver. Ah, voilà, formidable. Maintenant, donc je suis là. Voilà, formidable. Alors, un petit mot de votre part aussi sur le travail d'Eléa. Est-ce que vous nous entendez? Vous voici. Moi, je vois que vous avez un peu d'avance par rapport au programme, donc je n'ai pas entendu ce que ma collègue a dit, mais je pense que concrètement, le mémoire d'Eléa, il bouleverse un petit peu les habitudes par rapport aux pharmaciens d'officine qui ont été amenés jusqu'à présent à souvent délivrer du matériel à usage unique. On vient d'avoir l'épisode où on a délivré des masques, des autotests, enfin voilà, beaucoup d'hygiène finalement. Et puis finalement, on se rend compte qu'aux côtés des aspects de santé et d'hygiène qui vont quand même continuer à primer pour professionnels de santé,
Ce mémoire a pu mettre l'accent sur un rôle qui est à prendre sans doute dans l'accompagnement des patients dans des pratiques plus durables, hein, notamment dans l'asthme, mais le pharmacien pourrait s'y engager vraiment facilement. Par exemple, en sensibilisant les patients au fait que s'ils utilisent davantage leur traitement de fond, ils vont moins utiliser leur traitement de secours dans l'asthme. Et ces traitements de secours sont souvent des puffs, que vous connaissez peut-être à base de salbutamol, qui sont souvent des puffs pressurisés avec des gaz qui représentent quand même une certaine contamination, hein, enfin une empreinte carbone non négligeable. Je crois que Léa va calculer que pour la province de Liège, ça correspondait plus ou moins à 500 voitures. Je ne sais pas si elle a eu l'occasion de le dire. Oui. Et donc, en fait, le pharmacien peut privilégier l'utilisation d'un traitement à base de corticostéroïdes inhalés qui, eux, sont disponibles à base sous forme d'inhalateurs à poudre où il n'y a pas ces gaz à effet de serre. Et donc, rien que par cette action-là, les pharmaciens peuvent simplement s'engager déjà dans des approches plus durables. Plus tout ce qui est collecte des déchets, mais voilà, on va s'arrêter là, je pense. Merci de nous avoir rejoints ce matin, Geneviève Philippe. Je donne la parole à présent au président du jury en santé durable, Grégoire Ruirs. Alors, qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans le travail d'Eléa, qui est, je le rappelle, lauréate dans cette catégorie? Alors, le travail d'Eléa était particulièrement factuel. D'une part, il repose sur cette observation qui maintenant est bien établie que la principale source de pollution dans les lieux de soins est liée à la prescription de matériel pharmaceutique. Et elle fait en plus le lien d'une approche transversale qui touche à la fois le prescripteur, le pharmacien, dans l'objectif d'atteindre des co-bénéfices à la fois pour la santé du malade, en changeant la façon dont on prescrit, on améliore la santé du malade, et dans le même temps, on diminue l'impact environnemental, ce qui semble être la meilleure façon de concevoir le développement durable. Formidable, merci. Merci à vous. On va passer aux questions-réponses avec toi, Eléa. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Eléa. Alors, on l'entend, hein, tu travailles comme ergothérapeute avec des personnes qui ont des problèmes pulmonaires, donc tu es souvent confronté à l'utilisation de ces dispositifs. Néanmoins, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es posé la question de l'empreinte carbone de ces puffs? Parce qu'ils ont l'air, c'est des petites choses, ça a l'air tout à fait inoffensif. On n'imagine pas un seul instant la pollution que ça représente. Non, pas du tout, oui. Non. En fait, c'est vrai que pendant le master en santé publique, on a été quand même pas mal sensibilisés à tout ce qui est approche justement environnementale, de la santé environnementale. On a eu des cours là-dessus. C'est vrai que moi, sincèrement, c'est pas quelque chose c'est pas une chose à laquelle je pensais dans mon travail, dans ma pratique. Et donc, grâce vraiment au master, et aussi on a eu un cours qui a été donné par la Fondation des Générations Futures, justement sur cette approche à 360 degrés. Et là, je me suis vraiment posé pas mal de questions sur ma pratique et j'ai commencé à me demander qu'est-ce que je dois dire en fait aux patients par rapport à leur puff, où doivent-ils le jeter, est-ce qu'il y a des systèmes de recyclage, est-ce que où ils le jettent déjà, donc je me suis rendu compte que la plupart le jettent dans la poubelle normale. Donc, on met ça en pharmacie à l'heure actuelle ou on met ça dans une poubelle avec tout ce qui est les bouteilles, les canettes, etc. On met ça où pour bien leur recycler? Actuellement, c'est ça un peu le problème, c'est qu'il n'existe pas de système de recyclage ces inhalateurs. Donc, dans la littérature, ils recommandent, à défaut de ne pas en avoir, de quand même les ramener en fait à la pharmacie pour qu'ils soient incinérés avec les autres médicaments. Maintenant, je ne sais pas si les pharmaciens sont tous au courant de ça et je ne pense pas parce que quand j'ai fait mes entretiens, la plupart n'étaient pas au courant. Et donc là, actuellement, en fait, il n'y a rien qui est mis à disposition parce que vous avez quand même tout ce qui est l'emballage autour, enfin, le système en plastique. Donc, voilà, ça peut... il y a des choses qui doivent être séparées, mais les inhalateurs à poudre sèche, on ne peut pas les séparer. Donc, voilà, il y a encore pas mal d'inconnus à ce niveau-là. Je sais qu'en France ou en Suisse, ils ont déjà mis en place des systèmes de recyclage exprès pour les inhalateurs, ce qui n'est pas encore notre cas en Belgique. Et ça, ce serait vraiment chouette qu'il puisse y en avoir. Donc, voilà un peu ma démarche de réflexion. Et donc, j'ai fait des recherches et c'est comme ça que je suis arrivée, en fait, à découvrir que ça a un impact environnemental pas mal quand même important. Donc, voilà. Oui, c'est sûr. Et alors, justement, qu'est-ce que tu dis à tes patients? Est-ce que tu essayes de les orienter ou leur médecin vers d'autres pratiques?
Oui, en tout cas, pour tout ce qui est déchets, j'essaie maintenant de les orienter pour qu'ils demandent à leur pharmacien s'ils veulent bien reprendre leurs inhalateurs. Maintenant, moi, je ne peux pas imposer parce que ce n'est pas encore dans les pratiques actuelles. Donc, voilà, j'essaie d'orienter. Maintenant, tout ce qui est changement de puff pour passer à des puffs en poudre, mais j'essaie de sensibiliser les médecins de mon service, évidemment. Mais moi, je ne peux pas intervenir. C'est vrai que ça, on ne peut pas vraiment intervenir dans le choix, ni même... voilà, c'est un sujet assez délicat et en parler avec les patients directement pour dire, bah voilà, vous pourriez peut-être utiliser des puffs en poudre qui sont plus écologiques, alors que pour le moment, les médecins ne sont pas encore vraiment au courant, c'est pas encore très développé, c'est encore assez délicat. Maintenant, ça va venir. Et c'est vrai que ça, dans les entretiens avec les pharmaciens, ils se retrouvaient face à la même difficulté, dans le sens, eux, bah, en fait, ils doivent respecter la prescription du médecin, donc pour changer, en fait, un inhalateur pour un autre, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas le faire. Alors, à part faire, comme moi, de l'éducation à la bonne utilisation des inhalateurs pour essayer un maximum de diminuer les gaz à effet de serre, c'est actuellement, pour le moment, la chose qu'on peut faire et qui pourrait avoir un impact. Maintenant, le changement de dispositif ou orienté, c'est encore compliqué si on n'a pas le support des médecins derrière. Oui, c'est ça. Et puis la question qui peut se poser, c'est celle de l'efficacité, parce qu'en tant que patient asthmatique, on a quand même besoin d'avoir un puff qui fonctionne bien. Est-ce que les puffs à poudre sèche ont le même effet en fait sur les patients que les autres? Tout dépend de quel type de puff. On en a qui sont sous les deux formats, le format gaz et le format poudre. Maintenant, encore une fois, on se retrouve parfois à des patients qui ne savent pas utiliser le puff en poudre et qui sont obligés d'utiliser leur puff en format aérosol doseur, donc en gaz propulseur. Et donc, pour ces patients-là, voilà, on n'a pas trop le choix. Et c'est vrai qu'il faut voir avec les médecins s'il y a possibilité de substituer chaque inhalateur gaz propulseur par un inhalateur à poudre. Maintenant, tout ce qui est inhalateur à courte durée d'action, comme Madame Philippe en a parlé, les puffs de secours, ça, il n'existe pas encore vraiment d'alternative à poudre sèche. Maintenant, comme on l'a dit, mieux les patients réalisent leur traitement de fond, mieux ils le font, moins ils ont besoin du coup de ces dispositifs de secours. Donc voilà, c'est plus jouer sur cet aspect-là, d'avoir des patients, en tout cas, s'ils ne peuvent pas passer à des puffs à poudre, être bien attentifs qu'ils puissent faire correctement leurs inhalateurs à gaz propulseur qui se font 1, 2 à 4 fois par jour maximum et pas utiliser leurs inhalateurs de secours en plus. Oui, c'est ça. Et alors, question pour moi qui ne connaît pas grand-chose dans la matière, je vois très bien ce que c'est un Ventolin. Ça ressemble à quoi un inhalateur à poudre? J'en ai quelques-uns ici. Oui, mais c'est ça, comme ça. Heureusement, je suis au travail, du coup. Donc, vous avez ce système-là. En fait, c'est tous des systèmes qui ne demandent pas... ça demande aux patients de déclencher le système par l'inspiration, en fait. Donc, oui, vous avez vraiment différents systèmes qui ont des résistances plus ou moins fortes en fonction des puffs. Donc, ça aussi, on peut jouer sur ça avec le patient en mesurant le débit inspiratoire, par exemple, en fonction du système qu'il utilise. Et certains systèmes sont très... demandent une inspiration quand même forte et un débit inspiratoire important, et d'autres beaucoup moins. Vous avez aussi des systèmes qui commencent à exister maintenant sous forme de vapeur, en fait, qui ne sont pas du coup des gaz, qui sont une alternative aussi plus écologique et qui sont... et là, au niveau du patient, ça ne demande aucun débit inspiratoire important, en fait. C'est vraiment de la vapeur. Donc, ça se prend comme un puff à gaz, sauf qu'il n'y a pas de gaz dedans, par exemple. Donc, voilà, maintenant, pour ne pas faire de pub pour un ou l'autre, voilà. Mais je ne suis pas la seule à avoir appris quelque chose. Ça, au moins, je vois à quoi ça ressemble. Oui, oui. Maintenant, c'est encore une fois en fonction de la maladie du patient et on ne peut pas prescrire quel type de puff à n'importe qui. Enfin, je dis, on ne peut pas utiliser le même système pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment les médecins qui peuvent choisir et trouver la meilleure alternative. Mais ça pourrait se faire en collaboration avec le patient. Il existe aussi des outils pour ça. Merci beaucoup, Eléa. Alors, je me permets de relire
messages qui sont arrivés. Je suis patron d'une PME de 40 personnes dans les fabrications métalliques. Je voulais juste remercier et féliciter tous les intervenants à ces webinaires qui donnent une certaine hauteur par rapport aux débats basiques journaliers dont nous sommes abreuvés. Quelle belle perspective avec vous tous. Bon week-end à tous. Jean-Louis Bremer qui nous dit à mardi avec grand plaisir. Donc, on le retrouvera mardi. Bon, merci au ERA Awards pour la visibilité offerte à ces travaux inspirants et au plaisir de vous retrouver mardi. Merci Eléa, bravo à toi. Aux promoteurs, promotrices, présidents, présidentes de jury. Ça a été un plaisir de passer tous ces webinaires avec vous. Ils sont à voir et à revoir via le site de la Fondation pour les générations futures. Donc, n'hésitez pas à les faire circuler autour de vous si vous le souhaitez. Je remercie nos partenaires, évidemment, IBA, Cosucra, la Banque Triodos Belvas et les laboratoires Expansience pour ces 2 prix. Et puis, on se retrouve évidemment mardi avec grand plaisir. Ce sera à 17h30 à Luliège. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end et merci aussi à la formidable équipe de la Fondation pour les générations futures. Bonne journée à vous.